Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez vécu sur la glace en préférant aux Esquimaux des mots exquis que certains n'ont pas toujours jugés exquis d'ailleurs. Ça n'empêche pas votre étoile de briller encore dans un spectacle où vous avez encore et toujours 20 ans. Bonjour Philippe Candeloro. Bonjour Jacques. Alors, Holiday on Ice, vos 20 ans, on va en parler tout à l'heure. C'est un événement, mais vous avez un tel parcours que dans les clés d'une vie, il est normal de revenir sur ce parcours à travers des dates clés si vous en êtes d'accord. Je vous écoute. Alors, 13 mai 1987, première télé, écoutez ce générique. Récré à deux, enfin récré à deux, quel plaisir. Récré à deux, Mambo Satin, un sujet consacré au patinage et à la patinoire d'Asnières, et c'est votre première télé, vous en souvenez ? C'était Récré à deux, parce que j'ai le souvenir là visuellement en fait de cette première interview où j'avais du mal à aligner 3-4 mots. J'étais très timide, tout penaud, avec mon petit survêt Adidas là en peau de velours qu'on adorait tous, qu'on voulait tous en fait. Et ouais, je me souviens de ça, la patinoire d'Asnières effectivement. Vous étiez avec Béatrice Dumour, un autre espoir, oui, qui est aujourd'hui, je crois, à une école de glace à Brive-la-Gaillarde. Alors j'ai appris qu'elle avait bougé de Brive-la-Gaillarde pour venir à Cergy-Pontoise, il me semble, là du côté de l'Ice Arena. Oui. Et puis il y avait une autre patineuse aussi sur ce reportage qu'on voit moins, c'est Jocelyne Strauss. Et il y avait Michel Loss qui était l'entraîneur. Exact. Asnières, c'était son fief. Nous, on était à Colombes avec André Brunet, donc de temps en temps, on venait sur Asnières pour s'entraîner sur une piste qui faisait 60 mètres de long sur 30 mètres de large. C'était à taille olympique. Alors, le point de départ de votre vie, Philippe Candeloro, c'est Colombes, avenue des Renouillés, je crois. C'est ça. Dans une maison... Au 22. Au 22. C'est pas 22 v'là les fixes, c'était 22 v'là les candelles. Voilà. Et la maison a été construite par votre père qui était maçon. C'est ça. En fait, le petit bout de terrain qu'il y avait derrière la maison de mes grands-parents, en fait, mes grands-parents ont donné le bout de terrain à mes parents, et c'est là-dessus que mon père a construit effectivement cette maison de ses propres mains. Donc pour nous, c'était avec beaucoup de respect qu'on habitait dans cette maison. Bien sûr. Votre père qui est d'origine italienne, des Abruzzes, je crois. C'est ça. Où il y a un des premiers parcs nationaux d'Europe, le parc national des Abruzzes, et qui est quelques heures de Rome. En fait, on prend Rome, on traverse complètement le pays. Oui. On arrive dans la province de Chieti. Et là, du coup, on arrive sur Pescara. Pescara est 50 km en dessous de Pescara, tout en longeant la côte adriatique. On revient 20 km dans les terres. Et là, on est dans le petit village, un des petits villages perchés, puisqu'il y en a 3 qui se font de visu. Et du coup, c'est pour nous un très très bon souvenir cette période-là, parce que quand on allait là-bas, les parents ils nous laissaient vraiment faire tout ce qu'on voulait, quoi. Puis il y avait les odeurs, les parfums, les tomates. Ouais, mais moi j'ai emmené, j'ai pas emmené mes enfants là-bas. Par contre, ma femme, je l'ai emmenée 2 fois là-bas. On n'est pas resté longtemps, mais c'était juste pour lui faire voir l'atmosphère qu'on a vécue, parce que effectivement, on allait avec notre voisin, c'est un cultivateur de fruits et légumes. On avait le tabac qui séchait à 2 pas de chez nous. On avait les bâtons de réglisse qu'on déterrait de la terre. Alors on en faisait des 11 km des fois. On en tirait jusqu'en bas. Il y avait des vignes. Il y avait effectivement les mamas qui faisaient sécher les tomates, faire les sauces tomates en bocaux. C'était vraiment. Il y avait toutes ces odeurs, et en fait ces odeurs elles permettent de voyager dans le temps, on le sait. Et je crois que ça manque. Oui. Alors, il y a aussi votre sport. Le sport, ça a commencé pour vous, je crois, en escaladant la palissade pour aller voler les cerises du voisin, Philippe Candeloro. Oui, alors c'est pas un sport. C'est pas un sport. C'était un sport beaucoup pratiqué à l'époque, l'escalade ou le vol. Mais effectivement, on avait notre voisin à côté donc au 24 ou au 20 avenue des Renouillés. Il avait un énorme cerisier, puis les cerises étaient tellement belles, tellement grosses, parce que nous, mes parents, ils avaient planté un cerisier à l'eau de ville. Vous savez, les cerises qui sont pas très bonnes quand on les cueille comme ça. Donc nous, on préférait forcément aller manger les cerises dans le cerisier du voisin d'à côté, où on y allait le soir tard, à minuit. Donc il n'y avait pas de problème. Et votre but à l'origine, votre métier de rêve quand vous étiez enfant, Philippe Candeloro, c'est de devenir pompier. Oui, il y avait peut-être un sentiment de faire quelque chose d'héroïque à un moment donné. Oui. Je pense que tout ça c'est assez profond, parce que même quand j'ai commencé le patinage, j'ai toujours eu ce sentiment de vouloir être connu. Il y avait le côté télé, j'étais très cinéphile. C'est-à-dire que j'avais pas la connaissance de tous les films, mais
On regardait beaucoup la télé avec mes parents et j'ai eu la chance d'avoir une télé couleur aussi quand elle est sortie. Oui, ça a aidé. Et puis, je crois que le patin, c'est né parce qu'il y avait à l'école piscine ou patinoire une semaine sur deux. Il y avait les deux, en fait, puisqu'on a la chance à Colombes d'avoir toujours, d'ailleurs, une piscine, patinoire et tennis qui sont dans le même centre, un petit peu entouré de verdure. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Sauf que pour aller là-bas, il fallait le bus. Donc effectivement, on avait de quoi prendre le bus à l'époque pour aller une semaine à la piscine, l'autre semaine à la patinoire. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport parce que j'en avais aucune idée. Et je crois que c'est un certain monsieur André Brunet qui est resté votre entraîneur pendant 30 ans, qui vous a découvert et qui a dit un jour à votre institutrice, Madame Maty, qu'il fallait voir vos parents. Il avait envie de rencontrer mes parents parce qu'il voyait effectivement que j'avais des aptitudes. J'avais un don pour tenir debout alors que mes camarades de classe se cassaient la figure toutes les 5 minutes. Et puis c'est vrai que moi je prenais un malin plaisir parce que du coup c'était presque une revanche par rapport à la classe où j'étais pas le premier de ma classe, j'étais pas le dernier non plus, mais il y avait une certaine aisance. Effectivement, après il a rencontré mes parents, je suis venu au club et puis très rapidement en fait j'ai vite progressé. Donc, et tout de suite derrière cette progression, l'année d'après, j'ai intégré tout de suite le sport-études directement à Colombes. Oui, ça voulait dire dès 7h du matin l'école et ensuite le patin. Non, alors à l'époque, il y avait un vrai centre, on va dire, pour moi c'était un vrai sport-études. C'est-à-dire que l'entraîneur, donc André Brunet, avait réuni les classes de la piscine, du tennis et de la patinoire. Ce qui fait qu'on était à peu près 25 à 30 élèves ou sportifs voulant devenir des champions c'est des disciplines qui demandaient 5 à 6 heures d'entraînement par jour minimum, même à l'âge de 8 ans, puisque c'est à l'âge de 8 ans que j'intègre ce sport-études. Et du coup, en réunissant ces classes, on était tous inscrits au CNED, donc au cours par correspondance. On avait une directrice d'école et 3-4 répétiteurs qui nous faisaient donc des cours semi-privés, parce qu'on n'était pas nombreux en classe. On avait réuni, il y avait 4 CM2, 3 CM1, des 6e et tout ça, parce qu'il y avait aussi des grands. Et du coup, on avait une scolarité en moins de 3 heures dans la journée, qui était exceptionnelle parce que le niveau était bon, parce qu'on c'était dans un environnement sain, puisqu'on n'était pas nombreux. Et il fallait quand même se démerder à la fin de la semaine pour faire son devoir tout seul. Le répétiteur nous faisait pas, nous corrigeait pas les fautes, ou c'était vraiment nos devoirs. Et comme en plus le niveau du CNED est quand même assez élevé, finalement, on avait une espèce de mise à niveau entre le scolaire classique et puis le sport-études. Et puis à côté de ça, je patinais à l'époque 6 heures par jour parce qu'il y avait les figures imposées. Oui. C'est ça qu'on commençait à 7 heures du matin. Alors, demander à un gamin de 8 ans d'aller faire des grosses figures géométriques sur glace en essayant de les superposer par 3, parce que c'est comme ça qu'était conçue la compétition de figures imposées. Je peux vous dire que là-dessus, j'étais pas très très fier et c'était pas le truc qui me passionnait le plus. Surtout à 7 heures du matin, on avait froid aux pieds. Je revois encore ma mère en train de souffler dans les patins le matin pour que je mette mes pieds dans un environnement chaud. Oui, elle était là, heureusement. Il y a eu un passage difficile, je crois, Philippe Candeloro, c'est le 5e ou la 6e au collège Robert Schumann, qui a brûlé d'ailleurs ensuite. Oui, alors c'est pas moi qui ai mis le feu. Non, vous étiez pompier, vous. C'est pas. Alors déjà, c'est vrai que j'ai eu 4 ans de très très bonne gestion entre le sport-études. Comme je dis, c'était un vrai sport-études, c'est-à-dire qu'on avait tout sur place. Même Colombes, la ville de Colombes, nous amenait la cantine sur place, dans la patinoire. Cette patinoire avait tellement de salles disponibles qu'il y avait des salles de classe, il y avait une salle de réfectoire, tout était à disposition et à proximité, donc on perdait pas de temps dans les trajets. À partir de la 6e, fin de CM2, il y a l'éducation nationale qui est venue un petit peu mettre son nez dans les affaires, parce que ça ressemblait à une espèce de gestion privée, semi-privée. Mon entraîneur, qui était cadre technique régional à l'époque, donc payé par l'État, on lui a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues en disant: vous êtes comme un fonctionnaire, vous ne pouvez pas à côté gérer d'une manière ou d'une autre un établissement dit privé pour gérer ce genre de choses. Alors du coup, ça a foutu le bazar. Tout s'est arrêté, le sport-études s'est arrêté, et là, la partie la plus compliquée pour moi au niveau scolaire, et qui m'a fait un peu dévier, ou en tout cas prendre une décision de dire je vais plus vers le sport que vers les études, c'est effectivement en 6e, je suis obligé de retourner dans un collège à l'époque de ZUP, et donc c'était pas comme en Robert Schumann, mais c'était Henri Dunant, où là il fallait que je me tape le midi. À 11h30 ou midi, je finissais l'entraînement. Il fallait que je fasse un quart d'heure, 20 minutes de vélo, que j'aille manger chez des gens à proximité du collège, pour me retrouver dans un collège à 14h, où des fois j'avais 2 heures de sport calé. Donc vous voyez que le sport-études en France, soi-disant, c'était des horaires aménagés, comme c'est encore le cas aujourd'hui, 30 ans plus tard. Donc pour moi, le sport-études en France, c'est quasiment
laissé à l'abandon et c'est bien dommage. Mais ça a été une période difficile pour moi parce qu'il a fallu se battre. J'avais des cours de rattrapage avec les plus nuls des 5e alors que j'étais en 6e par exemple, parce que j'avais pas assez de cours de maths, parce que j'avais pas de cours d'anglais, parce qu'en fait à un moment donné sur 3 heures de scolarité dans la journée comparé à ceux qu'on avait 6 ou 7, forcément j'avais des lacunes. Mais de l'autre côté, il fallait que je continue à patiner pour essayer de devenir champion de France junior, partir au championnat du monde junior et puis attaquer la catégorie senior. Donc et puis après en 3e, après j'ai complètement bifurqué parce que je suis allé à Schumann effectivement pour essayer de récupérer un bon niveau de 3e, mais j'ai un peu échoué et du coup j'ai fini en seconde. Oui, écoutez, vous avez fait d'autres choses, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 28 février 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Candeloro. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Candeloro. Il y a Holiday on Ice, on va en parler, mais il y a aussi d'autres dates. 28 février 1988. Qu'est-ce que j'ai fait le 28 Écoutez février cet hymne officiel. Ah oui. L'hymne officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Ah. Calgary, oui. C'était si tard que ça, Ouais. 28 février. Effectivement, Calgary, un très très bon souvenir pour moi parce que j'ai à peine 17 ans et je pars donc à Calgary avec une bande de potes de l'équipe de France de mon époque pour qu'on aille faire une chorégraphie qui va faire la cérémonie de clôture des Jeux de Calgary pour présenter les Jeux de 4 ans plus tard, ceux d'Albertville. Voilà. Et là, donc, il y a le chamois, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. On patine sur une musique de Jean-Michel Jarre avec comment on a un super chorégraphe qui nous met ça en scène et on débarque là au Calgary. Et là, je prends une grosse claque dans la figure parce que c'est là que je connais l'ampleur des anneaux olympiques en fait. C'est à ce moment-là que je me dis, c'est ça les Jeux, cette masse de monde réunie. On patine devant 25 000 personnes le soir de la cérémonie de clôture. On assiste à la compétition finale homme, où c'était donc Brian Orser, Brian Boitano qui se battait en duel avec Kurt Browning pour la 3e place ou Victor Petrenko. Et là, en fait, je découvre mon milieu en fait au niveau international à grande échelle. Et je tombe amoureux des anneaux olympiques et de cette ambiance en fait qui me motive de plus en plus pour dire voilà, dans 4 ans, c'est en France, il va falloir que j'y sois et donc il va falloir encore être plus sérieux, travailler encore plus pour essayer d'être présent et pas seulement présent mais aussi performant aux Jeux Olympiques d'Albertville. Alors, il faut savoir que la patinoire olympique est très bizarre là-bas. Elle a une forme incurvée rappelant une selle de cheval. Parce que la ville, c'est Alberta, Edmonton. Oui, c'est-à-dire que la Calgary, c'est celle du Stampede, un gigantesque rodéo qui réunit chaque année en juillet plus d'1 million de personnes. Ouais, alors j'ai eu la chance de retourner patiner moi, à Calgary, j'ai donc pas patiné dans la patinoire où se déroulaient les Jeux. On était sur le parc extérieur, nous, puisqu'il fallait mettre un maximum de monde. Mais j'ai eu la chance de patiner à la tournée Elvis Stoico quelques années plus tard, dans ce Stade Dome là, qui était vraiment un truc assez monstrueux, parce qu'il contient quand même 20 à 25 000 spectateurs. Oui, ça va encore. Alors, la France et le grand public vous a découvert, Philippe Candeloro, avec le premier Trophée Lalique auquel vous avez participé. Ça a été aussi un tournant pour vous. Alors, je sais pas si... là, en fait, dans mon milieu, équipe de France, patinage, tout ça, j'avais déjà commencé à faire parler de moi dès que je suis devenu champion de France Espoir, en fait, parce que j'ai eu une montée très fulgurante, en fait, sur les podiums. D'habitude, il faut quand même 5 à 6 ans avant de voir un gamin qui commence à monter 2 places par année. Et là, moi, je suis arrivé... 2 ans après avoir commencé le patinage, j'étais champion de France Espoir. Donc, et puis avec un style particulier à moi, un petit gamin de cité qui arrive dans un milieu à paillettes, forcément ça dénotait un peu. Et puis j'avais un entraîneur qui me protégeait beaucoup, et donc à qui je faisais confiance. Je me suis quand même pas mal mis en bis-bis avec, à l'époque, Monsieur Gaillet, qui était déjà notre directeur des équipes de France avec notre DTN, parce qu'il me demandait de quitter Brunet pour aller à Champigny. Oui. Donc à l'INSEP. Et j'avais pas envie de quitter mon milieu familial, j'avais pas envie de quitter l'entraîneur Brunet. Et effectivement, donc au moment où on intègre les grands championnats, il y a le Trophée Lalique qui arrive. Bon, je suis déjà un petit peu connu, et le Trophée Lalique, vous savez, c'est un petit peu comme le Roland Garros du patinage, enfin le Trophée Lalique et surtout le Roland Garros du patinage, où là il y a des super villages, il y a tout le monde du patinage qui vient assister à cette compétition, et donc forcément il y a de l'ambiance, mais il y a aussi de la pression. Voilà.
Et vous avez donc été remarqué. Il faut savoir que René Lalique, qui a commencé sa carrière en 1885 en tant que créateur de bijoux, on lui doit quand même la décoration du wagon de restaurant de l'Orient Express et les fontaines de l'avenue des Champs-Élysées. C'est lui qui les a créées. Ah, c'est bien à savoir ça. Ça, c'est un vieux rêve de ma femme d'aller voyager sur l'Orient Express. Ça existe encore. Ça existe encore, ouais. Il faut que je le fasse avant que ça s'arrête. Philippe Candeloro, vous multipliez à l'époque les médailles d'argent, car vous avez un rival, Éric Millot, qui vous passe devant, vous passez devant. Enfin, à chaque fois, ça change. Oui, on se partage, à nous deux, on s'est partagé 8 titres de champion de France, en fait. Oui. Alors, parfois, il y en a peut-être un ou deux que j'aurais pas mérité de gagner, comme lui, il y en a peut-être un ou trois qu'il aurait pas mérité de gagner. Oui. Voilà. Mais en même temps, c'est-à-dire que vous faites de plus en plus de championnats et on monte dans ce qu'on appelle le top 10 des champions européens. Oui, d'ailleurs, avec Eric, on n'était pas très bien placé lors d'un programme court au championnat d'Europe d'Helsinki et à la grande surprise générale, on nous avait déjà descendu en flèche dans les journaux. La veille après le programme court, la veille du libre, et le lendemain on fait un carton tous les deux et on finit 2 et 3 sur le podium européen, et là c'est le début de l'ascension en fait, parce que c'est pour moi comme pour Éric Millot, je crois que ce sont nos premières médailles européennes pour le patinage masculin depuis Alain Calmat, Alain Giletti ou Patrick Perra. Donc en fait c'est là où médiatiquement on commence à prendre un petit peu d'envergure. Anne-Sophie de Christophe, une ancienne championne de patinage qui travaille à TF1 à l'époque, fait des reportages, et donc petit à petit on commence à se dénouer aussi un petit peu au niveau média. Moi j'aime ça a priori, et puis je fais surtout du spectacle derrière, parce que quand on est sur les podiums européens et mondiaux, on a le droit de faire les galas. Oui. Et dans ces galas-là, on fait son show, quoi. Et à l'époque, je faisais Rocky Balboa, et ça avait commencé un petit peu comme ça à me faire connaître grâce à cette partie exhibition, en fait, qui faisait un petit peu le clou du spectacle. Voilà. Et le patinage artistique, les téléspectateurs le connaissent effectivement grâce à Léon Zitrone au départ, qui a été le pionnier du genre. Je ne sais pas si vous avez vu des images où il commente après avoir vraiment travaillé ses dossiers pendant des heures. Et Alain Giletti, Alain Calmat, il en a été le premier défenseur. Giletti a 80 ans aujourd'hui, et Calmat, il s'est encore fait remarquer, il est médecin. La soirée spéciale des Jeux Olympiques de Grenoble, il a rallumer la flamme à Grenoble. Mais les deux sont en très grande forme. Alors Alain Calmat, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Par contre, Giletti, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais par contre, je l'entends souvent parce qu'on s'est déjà eu au téléphone. Mais ce type est un mec un peu fou, parce qu'il est toujours en pleine activité en fait. Il fait des rallyes, il fait des trails, il a toujours été un peu hyperactif, c'est-à-dire qu'il voulait jamais rester en place. Allez, rappelez-vous, à l'époque à Chamonix, on entend un matin à la radio que Alain Giletti est tombé dans une crevasse en faisant la vallée blanche, et qu'il a failli y rester, et du coup ça nous a tous fait un peu baliser, et puis en même temps ça nous a fait connaître médiatiquement la vallée blanche, qui avait ses crevasses, qui avait tout ça. Donc, et le gars il s'en est relevé, puis il a continué derrière à enquiller les défis personnels, et puis il a entraîné Souria Bonali à un moment donné, donc on a pu aussi côtoyer ce personnage quand on partait en compétition ensemble. Alors, le premier défi aussi, et la surprise, c'est quand vous commencez à faire des personnages sur scène. Le premier, je crois que c'était Conan. Inspiré par le film. C'est venu comment, cette idée ? Justement, avec donc je parlais de cette médaille à Helsinki, c'est avec ce programme de Conan le Barbare. Alors, faut rappeler à ceux qui nous écoutent que, en fait, moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai horreur du patinage artistique proprement dit. C'est-à-dire que tout l'aspect artistique, j'en avais peur, j'en avais honte. Je voulais pas lever un bras parce qu'on me traitait déjà de tapette et de gonzesse sur glace parce que j'avais fait du patinage artistique plus que du hockey sur glace. Oui. Pour moi, c'était l'espèce de frustration. Un gamin de cité, tous les jours, on essaie de montrer un peu sa virilité. Et là, je me retrouve dans un sport où, en fait, tout le monde pense le contraire. Et ce qui m'a plu d'ailleurs dans ce sport, moi, c'est tout ce côté qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est la difficulté du travail pour accomplir un axel, un double axel, puis un triple axel et tout ça qui m'a peut-être plu, parce que je dois être un peu sadomaso. Moi, j'aime bien je suis un bourrin de travail, en fait. Ça se voit pas comme ça, parce qu'avec le côté marrant, rigolo, charlot rime pas avec boulot, mais en tous les cas, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, quand je me bagarre contre cet esprit, dire je veux montrer que le patinage est un sport viril,
Et tant que j'ai pas connu les Duchesnay qui nous ont montré la voie, parce que Isabelle et Paul Duchesnay, donc frères et sœurs canadiens qui font de la danse sur glace, qui donc font médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Albertville, ils nous montrent la voie en disant, quand on fait un programme à thème avec une histoire, tout devient plus compréhensible par tous, y compris par ceux qui l'exécutent. Et là, moi, je me dis, mais c'est vrai, finalement, faut que je trouve quelque chose qui me corresponde. À l'époque, c'est l'arrivée de Schwarzenegger avec les bras monstrueux, gros super muscles et tout ça. Alors moi, j'étais pas galbé comme Schwarzenegger, malheureusement, ou heureusement peut-être pour mon sport. Mais je suis amoureux de la musique de Conan le Barbare que j'ai jamais entendue en championnat. Donc je me dis, allez, vas-y, on essaye de prendre les meilleures musiques du film et puis on fait un montage et puis j'associe un costume à ça. Et puis finalement, tous les gestes artistiques, au lieu de lever un bras en ouvrant la main, et ben on ferme le poing, par exemple, des choses comme ça. Donc, ce qui fait que ça m'a donné confiance un peu à ma gestuelle que jusque-là je refusais de faire, alors qu'on me forçait à faire quand même de la danse classique. Hein. Pendant longtemps, j'ai mis des chaussons de danse, les collants et tout le tralala. Hein. Je veux dire que pour un gamin qui a entre 10 et 15 ans, pour affirmer sa virilité ou sa sexualité, c'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, voilà, je suis arrivé là. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ce programme à thème du Conan et qui a été bien apprécié et qui m'a donné des médailles, j'ai fait un Conan numéro 2. Et là, après, j'ai fait justement médaille après Albertville, j'ai fait donc 8e au championnat du monde d'Auckland en faisant ce programme-là, qui m'a valu une exhibition avec Rocky derrière. Et là, c'était vraiment une très belle ascension pour moi au niveau international. Et justement, on va en parler avec une autre date, le 24 mars 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Candeloro. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Candeloro. Alors juste avant Holiday on Ice, on revient à des dates importantes. 24 mars 1994, Chiba, une médaille d'argent. Ça, c'est aussi un événement parce que je crois que c'est ce jour-là que vous avez du mal à sortir de la patinoire tellement les Japonais se déchaînent sur vous. Effectivement, il y a eu un gros phénomène en fait que les gens a priori n'avaient jamais vu. En tout cas, dans une patinoire, c'est effectivement. Donc, j'arrive des Jeux Olympiques où je termine 3e avec le fameux programme du parrain. Comme je disais, en fait, Conan a été le début, mais après, je me suis senti presque obligé de faire des programmes à thème tellement que je voyais que ça plaisait à la fois pour moi, mais pour ceux qui me regardaient. Donc on est dans l'année où je fais le parrain. J'ai déjà, je crois, fait le NHK avant la saison olympique au mois de décembre 93. Il y a cette médaille de bronze à Lillehammer qui surprend un petit peu tout le monde parce qu'on m'attendait pas là, étant donné qu'il y avait les professionnels qui étaient revenus à la compétition. On pensait tous que les jeunes allaient se faire bouffer et finalement c'est 3 jeunes blancs-becs qui finissent sur le podium et les anciens qui étaient revenus, ils sont à la queue du podium. Et effectivement, un mois plus tard, alors que je réponds à plein de sollicitations médiatiques ou qui pouvaient me mettre en danger par rapport à ce championnat du monde qui arrive donc souvent 3 semaines, 1 mois après l'échéance olympique, on arrive au Japon et là c'est tout de suite parce que déjà à la fois il me récompense aussi de la médaille olympique pour lequel ils n'ont pas pu aller ou ils n'ont pas assisté en direct. Et là il y a ce championnat de Makuharite assez exceptionnel parce que à l'époque ils avaient dit on doit refaire le programme libre avant la compétition pour se classer. Donc, ils avaient le droit une fois au parrain. Ensuite, ils avaient le programme court du parrain et le programme libre où j'ai failli battre ce jour-là Elvis Stoico, qui était mon rival, le Canadien, un peu crapulu, là, qui était aussi dans la même mouvance que moi pour faire avancer le patinage avec un autre regard. Et là, à 1/10 près, en fait, je suis que médaille d'argent, mais quelque part, cette année-là, ce qui était génial, c'est qu'on a eu 3 médailles d'argent ensemble avec le couple Moniotte-Lavanchy et Surya Bonali, rappelez-vous, qui refuse à un moment donné de reporter la médaille parce qu'elle méritait de gagner cette année-là. Et quand on était au Japon, je vous dis pas le fiasco, mais c'était vraiment effectivement un championnat assez historique pour nous tous parce qu'on fait de très belles médailles. C'est ce qui apporte derrière le contrat TF1. Au sein de la Fédération française des sports de glace et qui propulse aussi parce que vous savez en 94 en février on a l'affaire Kirigan-Harding qui monte les Jeux Olympiques en puissance. Il y a 14 millions de téléspectateurs qui regardent cette finale d'âme en disant qu'est-ce qui va se passer entre Harding et Kirigan le jour J de la compétition alors qu'en plus elles se battent chacune peut-être pour une médaille sur le podium.
compliqué, mais en même temps, ça a été les meilleures années du patinage parce que c'était les plus populaires. Et même après ça, j'ai renouvelé un contrat avec le promoteur américain Tom Collins qui continuait à m'engager sur ses tournées américaines. Et pour finir avec le sujet de cette date-là, c'est effectivement toutes ces japonaises qui, avant la fin de mon programme, se lèvent et commencent à jeter des nounours, des fleurs, des cadeaux, des choses. Mais même Stoïko, le pauvre, il passait derrière moi, il pouvait plus patiner parce que c'était rempli de fleurs sur la piste. Moi, j'étais gêné pour lui parce que je me mettais à sa place en me disant, je suis là, ça fait déjà 40 minutes que j'attends dans le couloir du vestiaire pour quand est-ce que je vais revenir après mes 6 minutes d'échauffement. Et ils pouvaient pas bouger. Ça a mis un quart d'heure à tout, parce qu'à l'époque, même les Japonais étaient surpris parce qu'ils n'avaient pas prévu autant de ramasseuses de fleurs et de cadeaux sur la piste pour que ça aille très très vite. Aujourd'hui, il y a Yuzuru Hanyu qui a pris la relève, mais ils sont habitués parce qu'ils ont prévu. Il y a au moins 15 ou 20 petits gamins qui viennent sur la piste pour tout ramasser, donc en 3 minutes, c'est fait. Mais effectivement, c'était un phénomène. Et puis moi, je me suis amusé de ça, beaucoup, parce que je trouvais ça tellement marrant, tellement mignon. Puis ça me faisait cette notoriété au Japon que personne connaissait avant, voire peut-être aussi importante pour Alain Delon à l'époque, parce qu'on m'appelait le Alain Delon du patinage. Oui, j'ai même commencé à parler à la 3e personne à un moment donné. Ça a déteint sur moi, mais quelque part, est-ce que c'est aussi une belle reconnaissance de ce peuple japonais qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup apporté? Et puis quand même, 4 ans plus tard, il y avait les Jeux Olympiques de Nagano qui arrivaient. Donc c'était aussi peut-être un message subliminal de la part des Japonais. Oui, mais ça a été un tel phénomène que je crois que votre sœur a dû créer un fan club parce que des milliers de Japonaises vous faisaient des déclarations d'amour. On vous attendait à la sortie de l'hôtel, vous aviez un garde du corps et on vous arrachait même des cheveux, Philippe Candeloro. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que derrière, ça commence à tomber pas mal. C'est que je pense que, alors, je sentais des petits picotements dans ma tête, mais en fait, je me suis aperçu un jour que c'était les Japonaises qui me piquaient un cheveu par un cheveu, quoi. Et parce que j'avais les cheveux super longs à l'époque. Alors, je dis ouais, ça se verra pas, tout ça. Mais aujourd'hui, comme je vois comme ça se dégarnit, me dire bon, c'est peut-être juste simplement la vieillerie qui commence à faire ses effets. Mais effectivement, ma sœur au début, c'était Olivia qui s'occupait de tous mes courriers, qui répondait un peu aux femme, oui. Ma femme, c'était ma fiancée à l'époque. Mais je lui avais dit, bah écoute, j'arrive pas à gérer entre les sollicitations médiatiques et puis tout le courrier, et puis comme je veux quand même répondre, parce que je veux pas laisser les gens sans réponse. Mais il y avait quand même des courriers un petit peu gênants, comme des petites culottes, des choses comme ça qui arrivaient. Donc c'était compliqué pour la fiancée que Olivia elle était. Donc du coup, c'est Marinelle, ma sœur, qui a pris le relais. On avait monté vraiment un fan club. Il y avait une partie française et vraiment une partie japonaise qui était équivalente. C'est-à-dire que j'avais quand même une très grande notoriété française, mais elle était aussi grande au Japon. Si bien que 3 à 4 ans plus tard, le fan club japonais a continué à vivre, alors que le fan club japonais a dû fermer parce qu'il n'y avait plus assez d'adhérents. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que vous aviez des fans qui étaient prêts à économiser pour venir voir tous vos spectacles. Ah, mais il y en a qui ont fait le déplacement à Colombes. Une fois, on avait fait un regroupement pour les Amis de Candel, ça s'appelait le fan club. Oui. Et effectivement, il y avait Yasuko, je crois. Alors Yasuko, c'est celle qui a appris. Il y a Yasuko, elle qui me suit encore aujourd'hui, et il y a surtout Yayo qui a été la responsable en fait du fan club japonais, qui était en correspondance avec Marinelle, ma sœur, pour gérer la traduction en fait de tout ce qu'on faisait comme fascicule avec les photos et tout ça. C'était pas monter un business, c'était de dire on prend ça sérieusement et on le gère sérieusement. D'ailleurs, Yayo aujourd'hui est toujours ma correspondante et c'est la personne qui gère le blog au Japon parce que j'ai toujours entre 9 et 12 000 japonaises et surtout japonaises qui continuent de me suivre quand je vais au Japon pour faire quelques exhibitions. Alors, on a parlé du parrain tout à l'heure, on y revient et on se remémore tout de suite la bande-son. Parce que là, c'est aussi un événement. Comment est venue cette idée du parrain, Philippe Candeloro ? Ce programme, il fallait changer. Après Conan le Barbare, c'était pas facile parce que j'avais eu de très bons résultats avec. Et puis on arrive dans l'année olympique. Et en fait, je me dis, c'est bizarre parce que moi, je suis à moitié italien. Mon père était italien et j'ai jamais entendu cette musique du parrain en compétition, dans les compétitions de patinage. Et ma chorégraphe qui était russe à l'époque, Natasha Dabadi-Volkova, qui me dit, moi c'est marrant parce que cette musique, j'avais voulu l'utiliser un jour en Russie, mais on m'avait interdit.
du fait que c'était une musique qui parlait de mafia. Oui. Voilà. Et bon, je pense qu'en Russie, il devait se passer des choses pas très claires à l'époque. C'est possible, oui. Et du coup, elle m'a dit, écoute, si toi, ça te dit, vas-y, on y va, on fait un programme là-dessus. Et puis, il y a eu toutes les origines italiennes, en fait, qui traînaient en moi, qui sont ressorties durant ce programme. Et parce que ce programme était connu au niveau mondial, que ça m'a valu cette notoriété. C'était un programme très classe, un costume très sobre, mais qui sortait des costumes à paillettes avec des attitudes de on va dire, de parrain italien. Mon entraîneur qui me passait sa chevalière juste avant de rentrer en piste, qui était un espoir un petit peu de me donner sa force et puis d'être bienveillant vis-à-vis de moi. Donc ouais, c'était une belle époque parce que c'est ce qui m'a apporté aussi ma première médaille, ma première reconnaissance médiatique mondiale. Et puis voilà, je pense que ça a été vraiment le grand début pour les gens qui tout cet esprit des Italiens qui pouvaient demeurer un peu en France. En fait, ils étaient avec moi, ils étaient avec nous, ils étaient contents pour moi, en fait, les gens. Oui, alors Marlon Brando est bien sûr la star de ce film, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été choisi contre l'avis de la production de la Paramount qui préférait Laurence Olivier. Et Marlon Brando, pour la première et la seule fois de sa vie, a dû faire des essais pour être admis dans ce film sur insistance de Coppola. Ah, ça je savais pas, mais en tout cas, on avait la chance aussi qu'il y avait une trilogie. Oui. Donc c'est ce qui m'a aussi, c'était la première fois qu'on voyait un patineur faire une suite entre son programme court et son programme libre. Donc en fait, c'est là où j'ai été un peu innovant, c'est-à-dire que j'ai imposé des choses qu'on n'avait jamais vues ailleurs, et puis finalement, parce que les Français, souvent, on est reconnus pour notre folie, plus que pour notre style de patinage ou notre pureté de patinage. Donc là, pour le coup, moi, je suis arrivé avec d'autres artifices, et c'est ce qui m'a permis, quelque part, d'atterrir sur le podium à Lillehammer. Et il y a eu aussi, ce qui a beaucoup surpris les gens, c'est Lucky Luke. Ah, Lucky Luke est le programme qui m'a donné le plus de fil à retordre. Pourquoi ? J'ai dû dégainer plus vite que mon nom. Non, ce qui m'a posé problème, c'est que j'avais une blessure cette année-là. J'ai pas voulu me faire opérer parce que la blessure était en plein sur la malléole, donc du pied droit. Et je m'étais dit, si je me fais opérer avec une cicatrice là, dès que le patin va toucher, ça va me faire mal et je vais peut-être avoir du mal à repatiner correctement un jour. Donc j'ai voulu patiner avec cette douleur, ce petit bout d'os qui était là, qui traînait dans mes ligaments. Et j'ai bossé comme un fou ce programme de Lucky Luke et j'ai pas eu les résultats que j'attendais en fait. J'ai eu une saison un peu pourrie avec ça, mais faut reconnaître que le buzz du choix du programme Lucky Luke m'a permis en France d'accroître encore une bonne notoriété, de me donner une longévité de carrière sur la France, puisque beaucoup de gens aujourd'hui m'appellent encore Lucky Luke. On a fait un buzz terrible parce qu'on a fait faire le costume par Daniel Echter. On a dû rencontrer les gens de Lucky Luke Licensing qui m'avaient dit au départ, vous savez, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image et le nom de Lucky Luke pour vos compétitions. Donc on les a rencontrés, on a créé un petit fascicule qui expliquait au patinage international qui était ce personnage de BD, parce que au fin fond des États-Unis ou au fin fond du Canada, personne connaissait le personnage. Alors que moi, j'étais persuadé que Lucky Luke était connu dans le monde entier. D'ailleurs, les Guignols se sont beaucoup foutus de ma gueule par rapport à ça. Mais voilà, tous ces petits trucs ont amené en fait une histoire autour de ma carrière. Et même s'il a fallu perdre du temps ou prendre du temps pour expliquer les choses, ça a été quelque chose que personne n'avait dû être obligé de faire auparavant. Et voilà, j'ai souvent essuyé les plates parce que j'étais un des premiers à faire telle et telle chose. Voilà. Et Lucky Luke, il faut le savoir, n'est pas connu aux États-Unis, un petit peu quand même aujourd'hui. Et pourtant, les premières planches de Lucky Luke sont nées aux États-Unis. Maurice de Bever, Maurice le dessinateur, travaillait là-bas. Il faisait ses premières planches en 46 pour le journal de Spirou. Il les envoyait par avion et elles arrivaient à Paris 3 semaines ou 4 semaines plus tard. Ça me paraît normal quand on voit un petit peu le décor qu'utilisent les dessinateurs de Lucky Luke. On voit bien que c'est quand même dans un esprit plus de Far West américain que de western spaghetti. Voilà. Là maintenant, on va aller loin du Far West. On va rejoindre les étoiles avec une date, le 27 février 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Candeloro. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Candeloro. 27 février 2020, première à Paris de Supernova, un spectacle dont vous êtes l'ambassadeur ou la tête d'affiche ou les deux? Je dirais un peu les deux, oui. Parce que quand je dis ça fait 20 ans que je collabore étroitement avec Holiday on Ice, alors parfois je suis la tête d'affiche du spectacle, parfois je suis à côté d'eux, je les conseille pour la partie française, parce que
La particularité d'Holiday on Ice, c'est que c'est une production à la base qui est hollandaise, avec des investisseurs maintenant allemands, tout ça. Donc c'est une gestion assez compliquée pour la gestion artistique du spectacle. Souvent, le spectacle est décidé 2 ans à l'avance. Vous voyez, et ils ne savent pas qui va être dans le spectacle à ce moment-là, comme tête d'affiche pour la France ou tête d'affiche pour l'Allemagne, puisque les 2 gros pays où Holiday on Ice vendent le plus de billets, c'est l'Allemagne et la France. Ensuite, ils vont un petit peu en Angleterre et dans d'autres pays européens. Moins aux États-Unis, moins sur le continent américain et pas du tout, je crois, sur le continent asiatique. Ce qui est un petit peu dommage. Et donc moi, je fais ma première collaboration avec eux. Je crois que j'avais patiné une fois quand Jean-Pierre Foucault présentait l'émission. Oui. J'avais fait donc Rocky Balboa, il me semble que c'est dans les 95 ou un truc comme ça, au Palais des Sports, où là, historiquement, le Holiday on Ice s'installait souvent pendant 3 mois là-bas. Ils faisaient 800 000 billets sur cette période-là. Et ils avaient 2-3 villes en France, mais pas une énorme tournée. Et puis après, ça s'est arrêté à la mort du propriétaire. Et c'est revenu en France en 2000, avec à la production exécutive Sylvain Moustaki. Et là, donc, on m'a demandé donc d'intégrer le spectacle de Bercy, qui se passait à Bercy, un spectacle moderne qui s'appelait Une Concert, avec des joueurs en live, avec des roller skaters qui venaient en même temps que les patineurs. Je trouvais ça tellement fabuleux et tellement moderne et que ça allait dans le sens de ce que moi je me battais pour le patinage que j'ai accepté volontiers. Et donc, cette histoire a commencé en 2000. Ensuite, en 2005, toujours avec Moustaki aux commandes, à Sylvain Moustaki aux commandes, on fait la plus belle vente d'Holiday on Ice française, c'est-à-dire 500 000 billets environ sur 170 représentations cette année-là. Et puis après, il y a 2010, tout de suite après ma tournée d'adieu qui s'est pas très bien terminée, je rebondis avec Holiday on Ice qui m'ouvre ses portes et qui me tend la main, avec qui on fait une très belle collaboration dans Tropicana. Donc Philippe Candelo sème la panique dans Tropicana, parce qu'on avait écrit avec Albert Algoud donc des textes qui me faisaient plus faire le jeu de comédien que le jeu de patineur. Mais on me laissait quand même patiner une fois à la fin parce que c'était ce qu'on avait mis en haleine envers le public tout au long du spectacle. Et puis en 2014, je reviens avec mes 3 amis, Abitbol Bernadis et Surya Bonali. La plus belle affiche d'Holiday on Ice, enfin, je dis la plus belle affiche. C'est-à-dire qu'Holiday on Ice, c'est toujours un spectacle magnifique. Parce que rapport qualité-prix, on peut pas avoir mieux. Oui. Et quand on a la chance, en 2014, d'avoir les 3 plus grandes vedettes, entre guillemets, reconnues ou populaires du patinage français, entre Bonali, Abitbol Bernadis, j'ai toujours Monique Lavanchy parce que c'était mon époque. Mais donc Bonali, Abitbol Bernadis et moi réunis sur la même piste d'Holiday on Ice, je peux vous dire que là, les gens qui produisaient derrière, ils ont mis les moyens en France pour avoir 4 têtes d'affiche. D'habitude, ils n'ont pas les moyens de se payer 4 têtes d'affiche. Ils en mettent qu'une. Et ensuite, ils voient en fonction du rendement de la tournée s'ils peuvent se payer d'autres choses. Donc, parce que Holiday on Ice, comme c'est une gestion très hollandaise, eux, ils sont très dans les chiffres. Ils sont pas trop dans l'extase artistique en se disant, on va mettre le paquet, vous disant, voilà, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui va plaire au public français. Et c'est ce qu'on a fait les 3 dernières productions qu'on a fait ensemble, c'est qu'on avait réussi à leur imposer un petit peu un changement du spectacle quand il arrive d'Allemagne, à faire évoluer 30% du show pour qu'il s'adapte à un public français. Donc là, aujourd'hui, cette année, je suis effectivement de nouveau la tête d'affiche d'Holiday on Ice. Il se peut que les 3 prochaines années, je sois un ambassadeur très impliqué envers Holiday on Ice. L'idéal aujourd'hui, ça serait que, en fait, Holiday on Ice me donne la direction d'Holiday on Ice France, pour justement passer un cap. Un jour, avec Olivia, mon épouse, qui est elle directrice artistique ou chorégraphe professionnelle, on puisse signer la direction artistique d'un des spectacles d'Holiday on Ice, parce que on court après depuis une dizaine d'années, on a très envie, on aura envie de faire un spectacle qui change un petit peu la vision de ce que les gens ont, en tout cas en France. Maintenant, quand on crée une production Holiday on Ice, il faut répondre à la fois à un public français, un public allemand, un public anglais, un public autrichien, un public polonais, donc pas toujours évident parce qu'il faut qu'on synthétise un petit peu tout ça. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on fera, et là, je vais bien m'éclater dans cette dernière tournée parce que j'ai dit que j'ai pas eu de mal à signer que ça allait être ma dernière tournée de 84 dates enchaînées. C'est pas évident en 2 mois et demi. À mon âge, j'ai encore la pêche, mais je sens que petit à petit, ça va devenir de plus en plus compliqué à faire. Bon, alors ça commence le 27 février, donc au Palais des Sports de Paris avec Supernova. Il y a toute une tournée jusqu'au 10 mai avec des tas de villes. Mais surtout, Supernova, c'est un spectacle rempli d'effets spéciaux qui se passe sur une étoile. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais une nova, c'est une étoile dont l'éclair devient particulièrement fort pendant quelques instants et qui s'arrête de briller brutalement quand elle explose. Pour donner vie à une autre. En fait, à un moment donné, quand on cherchait le titre de Holiday on Ice pour m'intégrer dedans, puisque le choix du titre
a été donnée il y a 2 ans, Supernova, sans savoir si Philippe Candeloro allait être dans le show. Ouais. Et quand on commençait à essayer de trouver des idées de titres, moi je dis la mort d'une étoile pour laisser place à une autre. Vous voyez, parce que moi quelque part, je suis un peu en train de signer la fin de ma vie de patineur, petit à petit. C'est pour ça que à la fois je vais savourer cette tournée, puis à la fois avec un côté un peu nostalgique, sachant que mon ambition finale étant de faire une belle émission de variété sur glace pour mes 50 ans. Je trouve que 50 ans est un âge plus historique pour arrêter sa carrière définitivement. Oui. Mais je sais que je pourrais pas faire à 50 ans une tournée de 84 dates. Donc je vais bien en profiter là. Ma tournée de saltimbanque que j'ai vécue depuis une trentaine d'années, parce que ça fait 40 ans que je patine et plus de 30 ans que je fais des spectacles. J'aime ça. J'aime le spectacle, j'aime voir les gens en public. J'aime voir mon public, j'aime voir le public de province, j'aime voir le public de Paris. On va essayer d'en profiter tous ensemble une bonne dernière fois. Supernova sera un spectacle pour moi où il faut que je mette de l'émotion parce que on ressent quand même que c'est la fin d'une partie de mon histoire qui commence vraiment à s'annoncer. Et puis en même temps, j'ai pas envie de faire trop pleurer dans les chaumières. J'ai aussi envie de m'amuser, de mettre la patate, puisque je suis encore un patineur qui a de la puissance, qui a du tonus et qui reflète ça et qui donne la pêche aux gens. Donc j'ai envie aussi que cet effet-là soit encore partagé. Oui, mais en même temps, c'est un énorme travail. Il y a des numéros spécialement créés par vous, parce qu'au départ, le spectacle a été créé en Allemagne. Vous êtes allé à Londres pour faire les photos, et surtout, vous devez trouver vos numéros par rapport au spectacle, Philippe Candeloro. Mais parce que ça, c'est mon aspect très professionnel qui dit, je veux pas passer du coq à l'âne et venir et faire n'importe quel numéro. Là, j'ai conservé une de leurs musiques qu'ils avaient dans la première partie que je vais essayer d'arranger à ma sauce pour que le public français me suive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis voilà, j'aime bien cette musique, mais laissez-moi faire un haka, par exemple, parce que j'ai envie de faire bouger le public avec moi pendant mon numéro. Mais il faut aussi trouver un sens à mon apparition dans le spectacle. Je peux pas débarquer comme ça. Je pense que, et aujourd'hui, comme ils avaient pris Patrick Baudry, le cosmonaute, comme parrain de la première, j'ai dit mais elle est là la clé. La clé, c'est de me faire participer avec Patrick Baudry, qui lui m'emmène dans les étoiles. Et lui, il va m'expliquer ce que c'est que l'espace par rapport au métier que je joue. Et là, on va pouvoir créer des petites scénettes vidéo qui vont donner un sens en fait à mes apparitions, parce que la navette spatiale dans laquelle il va m'emmener va être servir à la fois d'une fusée qui va pouvoir me permettre de me téléporter dans le spectacle quand on en a envie, et en plus c'est une machine à remonter le temps, parce que je ne cesse de remonter le temps à chaque fois. Je veux du temps, je cours après le temps, et c'est un truc qui est agaçant pour moi, c'est que j'ai jamais le temps de tout faire. Voilà. Donc j'espère que pendant ce spectacle on va passer par beaucoup de sortes d'émotions, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est les numéros que j'essaye de créer en ce moment. Voilà. Et vous avez fait des images avec Patrick Baudry? Alors les images, on en a fait quand on a fait journée de promo. Il est parti avec nous en Allemagne pour voir la première soirée d'Holiday on Ice là-bas. Et puis prochainement, là, vers le 5 février, on a le tournage donc des fameuses scénettes du décollage de la fusée dans l'atmosphère, puis dans l'espace. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se permettre quelques petites blagounettes ou de l'humour, comme j'aurais pu le faire avec Nelson Montfort. Oui. Parce que dans un spectacle aussi sérieux que Supernova, il est compliqué en live de venir faire de l'humour, vous voyez. Oui, tout à fait. J'aurais pu le faire, mais ça s'adapte pas. Donc on a dit, la clé, elle est peut-être de le faire par ces échanges vidéo qui peuvent intervenir un petit peu comme on veut. Alors, il faut savoir que l'idée on Ice, c'est né simplement pour des vacances de Noël en 42, dans l'Ohio, à Toledo. Ils avaient fait un spectacle avec 2 personnes, Karl Snyder et Don Arden. Et puis, finalement, ça a tellement marché que c'est devenu une institution. Bah ouais. Et puis d'ailleurs, le promoteur américain, là, Tom Collins, qui avait monté une grande tournée aux États-Unis qui s'appelait Champions on Ice, nous a fait patiner à Toledo. Et il y avait tous les anciens d'Holiday on Ice qui étaient revenus pour l'occasion. Et ça fait chaud au cœur quand on voit qu'une institution comme Holiday on Ice, qui est née à un endroit, il y a toute une histoire, il y a tout. Et quand vous participez à ces brides d'histoire, vous, quand vous êtes un petit gamin et que vous êtes là avec plein d'énergie, en se disant presque que vous en avez rien à foutre des vieux qui ont marqué leur temps dans notre histoire de sport. Et finalement, moi, je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est moi-même qui deviens parmi les vieux. On n'est pas toujours respecté par les jeunes, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils comprendront que c'était aussi bien de côtoyer ces doyens, parce qu'ils savent pas la chance que nous, on a eu de vivre toutes ces belles aventures autour du patinage. Et que vous continuez à vivre avec un entraînement, parce que pour tenir le choc, pour faire cette tournée, c'est l'entraînement quotidien qui se poursuit, quoi qu'il arrive. On n'a pas le choix. Même pour 1 heure, vous vous entraînez une journée, quelquefois. En fait, je dis, j'ai un objectif, enfin, c'est pas un objectif, c'est une obligation. Quand j'ai un spectacle à faire, par exemple, on fait beaucoup de spectacles au mois de décembre sur les
des patinoires éphémères avec notre propre troupe qui s'appelle Cornel Rochaud Compagnie. Minimum 3 semaines avant une échéance, faut aller à l'entraînement tous les jours, au moins pendant 1 heure. Voilà. Si j'ai pas cette cadence-là, je me mets en danger quand je vais faire un saut périeux-arrière sur la glace à mon âge, parce qu'il faut être tonique, il faut pas avoir 3 kilos de trop, il faut être préparé, parce que là, ce qui me fait un peu peur, c'est les 84 dates enchaînées, avec parfois 3 shows le samedi, et que le lendemain, le dimanche, on remet ça à 11h. Donc, vous voyez, c'est toute cette préparation physique, cette préparation mentale qu'il faut avoir en disant... Ça va être dur, ça va durer que 2 mois et demi, mais ça va tellement être intense et tellement jouissif qu'il faut en profiter parce que peut-être que ce sera, et je sais que pour moi, ce sera certainement la dernière. Oui, en même temps, vous préparez votre conversion. On vous a beaucoup parlé de Mongeville ces derniers temps. Sur France 3, vous avez joué votre propre rôle, Philippe Candeloro. Alors il y avait un rôle de patineur, effectivement. Puis de l'autre côté, quand on me sort de la glace, finalement, c'est là où j'ai peut-être été le meilleur. C'est quand j'étais pas dans mon rôle de patineur. Et quand on tourne pas dans mon milieu naturel, qui est la patinoire, où là, dans la patinoire, on est obligé de crier un petit peu pour jouer son rôle de comédien. Et moi, j'ai remarqué dans ma critique personnelle que quand je dois faire ma voix de criard et crier, ça peut agacer les gens. Ça met de la pêche. Et je pense qu'en télé, il faut diminuer ce que moi, j'accentue quand je suis sur la glace et que je dois éclater 20 000 personnes autour de moi. Vous voyez, je suis au milieu de l'arène et je dois agrandir et accentuer tous mes gestes parce que je ne peux pas parler, puisque c'est l'expression scénique comme le cinéma muet, si vous voulez. Et alors que là, le cinéma, c'est un petit peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est un peu plus confiné. Et mes meilleures scènes dans Mongeville ont été celles où finalement j'étais proche avec un seul comédien, où il y avait une voix posée. Et j'ai trouvé que ma gueule était pas trop mal à la caméra. Les séquences de patinage étaient bonnes. Il y a juste 1 ou 2 séquences où le dialogue sonne un petit peu faux, parce que il faut savoir aussi que les scènes, elles sont tournées un petit peu à l'envers. Donc quand elles sont montées, on s'aperçoit, bah, c'est con, on n'aurait pas dû faire ça comme ça, mais c'est trop tard. Tout le tournage a été plié. Mais ça a été une belle expérience pour moi de côtoyer aussi Francis Perrin, et puis tous les vous connaissiez d'ailleurs, que je connaissais, et puis tous les professionnels comédiens qui m'ont vraiment mis à l'aise sur ce tournage, parce qu'encore une fois, moi, c'est pas mon métier. Le cinéma m'aurait vraiment beaucoup plu d'en faire, un petit peu style faire les remakes des films de Bébel, par exemple. Oui. Ça m'aurait bien plu, parce que j'ai encore cette énergie. Ça peut arriver encore. Mais avec toutes ces plateformes Netflix, Amazon aujourd'hui qui sont en recherche de contenu, il se peut que peut-être il y a aussi le livre Le Pic à glace qu'on a écrit là, un roman policier qui traîne autour du patinage. Il y a Spinning Out en ce moment là qui passe aussi sur les séries, et franchement je trouve que c'est pas une mauvaise émission qui concerne le patinage, et ça fait du bien. Et votre reconversion effectivement dans le cinéma avec votre voix et votre personnage, ça pourrait fonctionner. Écoutez, j'ai encore de l'énergie pour continuer ma vie d'artiste. Alors si c'est pas le cinéma, ce sera certainement le théâtre, parce que je pense que c'est ce que tout le monde me demande en ce moment. Beaucoup de monde me demande de partir au théâtre. Pour moi, ce qui est difficile, c'est de faire le bon premier choix, parce que je suis déjà connu et reconnu. Donc du coup, la critique sera encore beaucoup plus sévère si j'étais pas spécialement bon. Et ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi du metteur en scène, du coach que je vais avoir, du script que j'aurais choisi auquel participer pour mon premier passage. Et voilà, donc peut-être que ce sera aussi un one-man show ou un two-man show avec Nelson Montfort, parce qu'on a beaucoup de choses à écrire ensemble. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, en attendant, il y a Supernova, donc 27 février à Paris, au Palais des Sports. Et puis, il y a toute une tournée. Montpellier, c'est du 10 au 11 mars. Marseille, du 13 au 15. Grenoble, du 17 au 18 mars. Et il y a jusqu'à Lille, le 10 mai. Toutes les dates sont sur Internet. Bah, écoutez... Bon courage. Venez nombreux, parce que après il y aura plus beaucoup venant de ma part. Écoutez, on dit ça, mais je me méfie avec vous. Oui, j'ai souvent taquiné Charles Aznavour avec ses 35 tournées d'adieu, mais finalement, avec le recul, je me dis putain, si j'avais pu en faire 35 des tournées d'adieu, je serais le plus heureux des hommes. Eh ben écoutez, souhaitons ce bonheur pour vous. Merci Philippe Candeloro. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye, et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Ah bah je vais rester. S'il y a Brigitte, je vais rester. À demain.